Bonjour à tous. Merci d'être connectés avec nous aujourd'hui pour participer à ce webinaire organisé par l'Association des juristes d'expression française de la Colombie-Britannique, qu'on appelle également la GEPCV pour faire plus court. Je m'appelle Thomas et je fais partie de l'équipe de la GEPCV. Alors, le webinaire d'aujourd'hui a pour thème le harcèlement sexuel au travail et est destiné en particulier aux travailleuses et travailleurs, peu importe le milieu de travail. Nous offrirons prochainement un autre webinaire sur le même thème, cette fois destiné en particulier aux employeurs. Alors maintenant, pour ceux d'entre vous qui nous rencontrent pour la première fois aujourd'hui, laissez-moi vous présenter notre association. La GFCB a pour mission de favoriser l'accès à la justice en français en Colombie-Britannique, et ça, on le fait de deux façons. Un, en appuyant les juristes qui sont en mesure d'offrir des services en français, et deux, en offrant de l'information juridique en français. Si vous avez un problème juridique, vous pouvez consulter tous nos services sur notre site internet ajefcb.ca, dont notre répertoire pour trouver un avocat d'expression française, ou encore notre service de consultation juridique gratuite. Et puis, vous retrouverez également sur notre site internet toutes les informations données aujourd'hui dans ce webinaire, et plus encore. Le webinaire d'aujourd'hui sera présenté par Maître David Brown. Il vous donnera de l'information utile et présentera des solutions concrètes contre le harcèlement sexuel au travail. Alors, David est avocat spécialisé en droit du travail en Colombie-Britannique depuis de nombreuses années. Il est l'un des partenaires de Aston Employment Law, un cabinet situé à Kelowna et Vancouver. En plus de ses solides conseils légaux, David est reconnu pour sa capacité à rendre l'information juridique simple et accessible dans un langage clair. David sait que le travail est une forte composante de l'identité personnelle et qu'il a la capacité d'affecter notre santé psychologique et émotionnelle. Cela se reflète dans sa pratique juridique, aussi bien avec les employés que les employeurs, afin que chacun puisse accomplir leur mission dans des milieux de travail positifs. Ok, alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Maître David Brown. David? Merci beaucoup, Thomas. Bien sûr, le webinaire d'aujourd'hui, c'est l'harcèlement sexuel en milieu de travail. C'est une question très importante, une question selon laquelle on fait de plus en plus face depuis peut-être 5 ou 6 ans. Et définitivement, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'entreprises qui ont des réponses beaucoup plus réfléchies à l'harcèlement sexuel en milieu de travail ces jours-ci. Donc, tous des développements positifs pour avancer le droit. Je pense que comme avocat, je suis obligé de vous donner cet avertissement ici. Bien sûr, on est ici pour apprendre, pour recevoir l'éducation par rapport à des concepts pas mal, des concepts juridiques généraux. Donc, il est absolument essentiel de reconnaître que on n'est pas en train de regarder les spécifiques aujourd'hui. Et si vous avez des questions par rapport à vos milieux de travail ou votre situation, vous êtes encouragé de consulter un juriste compétent pour avoir un avis juridique. À la fin de la présentation, on va vous donner des ressources importantes pour avoir accès à des services juridiques. Bon, je suis votre présentateur. On a déjà parlé de mon introduction un petit peu, mais en bref, je suis un associé, le cofondateur de Ascent Employment Law et je suis spécialisé en droit du milieu de travail. En anglais, on dit Workplace Law et les relations industrielles. Et vraiment, ce que ça comprend, c'est le droit du travail, les congédiements, l'harcèlement, les contrats, les politiques, l'application de WorkSafePC ou la loi sur la sécurité au travail, la discrimination en milieu de travail et les milieux syndicalisés. C'est une grande partie, effectivement, c'est tout ce que je fais au cours de ma journée. Bon, à travers les prochaines 40 minutes environ, voici ce que j'aimerais accomplir. On va parler
de la définition de c'est quoi le harcèlement sexuel en milieu de travail, on va examiner les droits de l'individu, on va examiner vos obligations ou vos devoirs en termes de participants dans le milieu de travail. Et ensuite, on va passer à travers les meilleures pratiques et des conseils par rapport à l'harcèlement sexuel en milieu de travail. Donc, pour commencer, la question très importante, effectivement, c'est quoi les critères juridiques du harcèlement sexuel? Bon, comme n'importe forme de discrimination, c'est une activité qui a un impact adverse sur l'individu qui est protégé par la loi. OK? Donc ici, on est en train de voir la conduite de nature sexuelle qui est non sollicitée. Bien sûr, si c'est consensuel, c'est complètement différent. Il faut avoir des effets nuisibles sur le milieu de travail ou des conséquences préjudiciables en matière d'emploi et il ne nécessite pas une intention. Et ça, c'est important et c'est souvent mal apprécié. La discrimination existe, même si on n'a pas l'intention de discriminer. Et bien sûr, quand on parle de harcèlement sexuel, c'est une forme de discrimination sur le sexe de l'individu. Si je raconte des blagues qui sont plates ou si j'ai une photographe pornographique dans le milieu de travail, les choses comme ça peut être l'harcèlement sexuel, même si j'ai aucune intention à cibler quelqu'un ou à créer un effet nuisible sur le milieu de travail. Il faut reconnaître que pas toutes les activités sont égales, bien sûr. OK? Et donc, on voit souvent qu'il va y avoir une échelle de sévérité. So, ici, on peut voir que avoir des attitudes, des croyances discriminatoires, même s'ils sont pas communiqués ou si c'est juste ça existe juste d'une manière très passive. Ça va être en bas de l'échelle de la sévérité. Plus que ça, on a, si on manque cette pyramide-là, on a l'harcèlement sexuel, des menaces, la violence verbale ou psychologique qui est basée sur le sexe. Et bien sûr, en haut de la pyramide, on peut trouver une agression sexuelle, l'harcèlement criminel. Là, ça devient très, très sérieux et avec des impacts très, très négatifs sur le milieu de travail. Ceci étant dit, il faut reconnaître que pas tous les comportements négatifs vont être l'harcèlement. So, un conflit de travail. Bien que certains conflits de travail peuvent être l'harcèlement sexuel ou juste du bullying and harassment, de l'harcèlement, c'est pas nécessairement le cas. Stress, des conditions d'emploi difficiles. Si vous êtes en train d'être discipliné par votre gérant ou par un collègue au travail, ça ne va pas nécessairement être une forme d'harcèlement. C'est vraiment lorsque c'est visé sur le sexe ou qu'il y a une action qui est visée ou ciblée sur le sexe de l'individu avec un impact néfaste ou négatif sur le milieu de travail, que ça devient une forme d'harcèlement. Comme on a vu dans la pyramide, justement, certaines formes d'harcèlement sexuel constituent des infractions pénales. Notamment, on a l'harcèlement criminel, la profaration de menaces, du voyeurisme et bien sûr une agression sexuelle. L'agression sexuelle, telle que définie par le code criminel, comprend le viol,
et la pelotage forcé, mais aussi tout attouchement intentionnel qui est non consenti de nature sexuelle et toute menace d'en commettre un. Dans ces cas-là, lorsqu'on a l'harcèlement criminel ou une agression sexuelle, il faut reconnaître qu'il peut avoir des impacts sérieux, non seulement dans le milieu de travail, mais aussi ils peuvent avoir des conséquences criminelles euh, pour, pour, euh, pour l'individu. Dans ces cas-là, comme si vous êtes victime d'une agression criminelle, d'une agression sexuelle ou d'une infraction pénale, non seulement vous devrez contacter les ressources humaines et la compagnie pour les avertir, mais vous devez aussi immédiatement demander de l'aide à travers la police. Une autre ressource qu'on trouve ici, c'est Victim Link BC, où tu peux recevoir des services essentiels pour vous appuyer. Et je suis content qu'on a indiqué ça aussi, une personne de confiance. Être la victime d'une agression a des conséquences personnelles extrêmement importantes. Souvent, ce qu'on reconnaît chez les victimes d'une agression, il y a une certaine honte où il y a beaucoup de monde qui vont toujours attacher un stigma à être dans ces conséquences-là, où ils vont voir que la responsabilité pour ces actions-là sont sur eux-mêmes. Et souvent, trouver une personne de confiance où on peut en discuter de ces émotions-là ou discuter du problème, que ce soit une amie ou un membre de la famille ou quelqu'un au travail avec qui vous faites la confiance, ou peut-être un médecin ou une personne dans votre psychologue ou quelqu'un comme ça, c'est extrêmement important parce que si vous êtes victime d'une agression, vous ne devriez pas vivre cette agression toute seule. Vous devriez avoir des services pour vous aider à passer à travers les conflits. Aussi, juste pour dire que Victim Link BC, ils ont des services disponibles en français et surtout dans des communautés métropoles, des communautés plus larges. Vous devrez être capable aussi de trouver des membres de la police qui peuvent communiquer en français aussi. Maintenant, pour vous parler de vos droits, toute personne au travail a le droit de ne pas faire l'objet de commentaires, comportements ou attouchements à caractère sexuel non désiré, bénéficier d'un traitement à égalité, quelle que soit votre orientation sexuelle, votre identité de genre ou votre expression de genre, ne pas faire l'objet de menaces, de violences ou de traques, et refuser une tâche risquée, y compris dans un environnement de travail sexualisé. J'aimerais commencer par parler des 3 premiers points qu'on a énumératés ici. En Colombie-Britannique, comme en d'autres provinces, on a une loi ici qui est extrêmement importante. Ça s'appelle the Human Rights Code, ou en français, ce serait la Code des droits de la personne. Maintenant, souvent, on associe les droits de la personne comme étant comme un droit constitutionnel, quelque chose qu'on va trouver dans la Charte des droits et libertés, quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce que la Charte, ça s'applique seulement aux actions du gouvernement, tandis que la loi sur les droits de la personne s'applique bien sûr aux actions du gouvernement, mais aussi à des acteurs dans plein d'environnements privés et publics, incluant les milieux de travail. OK? Au fond,
la loi sur les droits de la personne protège contre la discrimination en milieu de travail pour toutes sortes de différentes raisons protégées. Et on va reconnaître beaucoup de ces raisons, incluant l'âge et la religion et l'orientation sexuelle et le genre et nos ancêtres, les choses pareilles. Mais bien sûr, ça inclut le sexe, ça inclut notre identité de genre ou notre expression de genre aussi. La discrimination en milieu de travail va se passer de deux différentes manières. Premièrement, on a le droit d'être d'une protection contre euh, contre les activités qui créent un environnement néfaste dans le milieu de travail qui sont basés sur ces cas protégés. Donc, par exemple, si pour une femme, par exemple, elle a le droit d'être d'un milieu de travail égal. Et ceci veut dire qu'on a droit à un paye égal pour des services égaux. On a droit à un milieu de travail qui est non sexualisé. Et ça veut dire plein de différentes choses, mais par exemple, si on a un milieu de travail avec une uniforme, OK? Et les hommes doivent porter des pantalons et un chandail à manches longues, mais une femme doit porter une mini-jupe avec une brassière ou quelque chose de ridicule comme ça. Ben, dans ce cas-là, on reconnaît qu'il y a une différence entre la manière que les hommes sont traités et la manière que les femmes sont traitées, parce que les hommes ne sont pas assujettis à un uniforme sexualisé, tandis que les femmes sont assujetties à un uniforme sexualisé. Et plein d'autres exemples comme ça. Donc, quand on dit qu'on bénéficie d'un traitement égal, ça veut dire que les politiques du bureau doivent avoir une application égale aux hommes, femmes ou à n'importe quelle identité de genre de l'individu. Mais aussi, les employeurs doivent assurer qu'on a un environnement de travail égal. Donc, c'est une chose si une entreprise a comme une politique qui est discriminatoire et sexiste. C'est une autre chose s'il y a comme un collègue ou un superviseur qui fait des blagues sexistes ou des commentaires sexistes ou des choses comme ça qui créent un environnement inégal ou néfaste envers les femmes. Pourtant, l'employeur doit agir. L'employeur ne peut pas juste rester neutre. Il ne peut pas juste tout simplement dire que c'est pas nous autres qui disent ça, c'est lui, c'est son problème et n'importe quoi. Non, les employeurs ont des obligations à assurer un environnement de travail égal, ce qui veut dire qu'ils ont une obligation d'empêcher ces comportements négatifs-là. Pour ce qui est par rapport au quatrième point ici, refuser une tâche risquée, ça vient principalement de la loi sur la sécurité au travail. Et surtout, on a des règlements à travers WorkSafe ici sur ce qu'on appelle Occupational Health and Safety ou essentiellement la sécurité au travail. Et si vous êtes mis dans un milieu de travail où vous êtes assujetti à l'harcèlement, où vous êtes assujetti à un milieu de travail qui a un impact extrêmement négatif, soit au niveau physique ou psychologique, vous avez le droit de refuser de faire ce travail-là. Donc, ça, c'est un droit extrêmement important. Souvent, on ne pense pas aux préjudices psychologiques quand on pense à des tâches risquées. Souvent, on pense seulement à un risque d'accident ou qu'on va tomber d'une échelle ou qu'on va se faire électrocuter ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas le cas. Comme si
si votre milieu de travail est toxique et vous êtes assujetti à un traitement inégal qui a des séquelles, des conséquences psychologiques, vous avez le droit de refuser ce travail-là à travers WorkSafePC et les règlements qui sont en place. OK, maintenant, nos devoirs. So, bien sûr, créer un environnement qui est sécuritaire au travail, ça prend la participation et l'engagement de tout le monde. So, premièrement, toute personne a des, bien sûr, ça paraît évident, mais vous avez des obligations de s'abstenir de tous les commentaires, comportements ou attouchements caractère sexuel non désirés, s'abstenir à des menaces, des violences ou du stalking, signaler à son employeur tout cas de brimade ou d'harcèlement dont serait victime ou témoin, et quatrièmement, suivre les procédures en vigueur chez son employeur. Ça semble être évident, OK? Non, certainement, si vous avez droit à un milieu de travail qui est sauf et qui vous n'êtes pas assujetti à l'harcèlement sexuel au travail, bien sûr, l'autre partie de ça s'applique aussi qu'il faut s'abstenir de faire des comportements comme ça pour des raisons importantes. Pourtant, j'aimerais parler du troisième point ici. Signaler à son employeur tout cas de brimade ou d'harcèlement dont on serait victime ou témoin. Parce que les milieux de travail changent lentement, les cultures au travail changent lentement, mais il faut absolument que comme participant dans ce milieu de travail, qu'on est courageux aussi lorsqu'on voit ces comportements, lorsqu'on voit l'harcèlement de nos collègues. Ce n'est pas acceptable de témoigner l'harcèlement sexuel et ne rien dire. Parce que en faisant rien, ce qu'on fait au fond, c'est que on crée un environnement où ces comportements sont tolérés. En anglais, on dit souvent « see something, say something ». Si on voit quelque chose, dis quelque chose. Et c'est absolument essentiel parce que si on a un gérant ou un employeur qui, de bonne foi, veut créer un milieu de travail qui est sain et qui a aucun harcèlement sexuel dans le milieu de travail, il faut que cet employeur-là soit au courant des comportements ou des attouchements à caractère sexuel non désiré qui se produisent dans leur milieu de travail. Sinon, il ne peut pas agir, il peut pas prendre, il peut pas aller d'avant pour changer la culture. Deuxièmement, il faut reconnaître aussi que si on est victime et tout à coup, si on est victime au milieu de travail, puis à un moment donné, on veut avancer une plainte envers l'employeur ou envers un collègue qui nous a harcelés dans le milieu de travail, notre plainte va avoir beaucoup plus de chances à avoir gain de cause si on l'a porté à l'attention de l'employeur, si on l'a porté à l'attention du collègue qui nous harcèle, que son comportement est pas acceptable. Maintenant, je sais que c'est difficile, je sais que ça crée toutes sortes de défis, que si on porte une plainte envers une de nos collègues, ça peut devenir impossible de continuer à avoir une relation de travail avec ces gens-là. Mais ça, ce n'est pas notre responsabilité à avoir tout ça. C'est la responsabilité de l'employeur. Et vraiment, c'est même indiqué dans la loi sur la sécurité au travail, la loi de WorkSafePC, que si on témoigne
une activité qui crée un risque et une risque de milieu de travail qui est non sécuritaire, on a une obligation de porter à l'attention de l'employeur et on a une obligation d'empêcher cette activité-là. So, on peut parler longtemps de ça et les obligations de la communauté qui nous entoure, mais au bout de ligne, les chances ne vont pas changer si on ne porte pas nos plaintes avant. Donc, j'ai une petite question ici pour notre groupe. So, maintenant, imagine que on est témoin ou on est victime d'harcèlement au travail. Puis, on plaigne à notre employeur de l'activité qu'on a, de l'harcèlement qu'on a témoigné. Qu'est-ce qui arrive si l'employeur nous sanctionne? Est-ce qu'il y a des lois qui nous protègent contre ces sortes d'actions-là? Et la réponse est absolument que les deux vont nous protéger. Premièrement, sur les droits de la personne, si on voit un harcèlement sexuel ou n'importe quel harcèlement qui est basé sur une des classes protégées par la loi sur les droits de la personne, puis on porte ça à l'attention de l'employeur pour corriger le problème, absolument ce que nous allons voir, que dans ces cas-là, si on vous sanctionne ou s'il y a des résultats négatifs, de porter ça à l'attention de l'employeur, ça, encore une fois, on encourage un comportement discriminatoire. Okay? Ce qui est non permis. Par rapport à la loi sur les accidents du travail, là encore, on reconnaît qu'il y a dans la loi, il y a des obligations de l'employeur d'assurer, je devrais plutôt dire, d'assurer un milieu de travail sain et sauf. Okay? Et s'il y a quelqu'un qui porte une plainte ou qui indique à l'employeur qu'il y a soit l'harcèlement ou d'autres problèmes de sécurité au travail, puis l'employeur dit « Hey, tais-toi, toi, tu n'as pas le droit de dire ça, maintenant, tu es congédié ou tu vas être suspendu, quelque chose comme ça. » Ça, c'est ce qu'on appelle un anti-safety animus. Donc, ça démontre l'animosité envers un milieu de travail sécuritaire. Et ça, c'est également protégé par la loi. Et dans les deux cas, cet individu pourrait porter une plainte à soit le tribunal des droits de la personne, soit le tribunal de WorkSafe BC, le tribunal sur les accidents du travail, pour chercher des dommages. Donc, quelques conseils utiles pour recevoir des révélations d'harcèlement sexuel en milieu de travail et y répondre. Numéro 1, rappelez clairement que les limites de la confidentialité, ça c'est difficile et j'avoue que c'est difficile. J'ai déjà mentionné que souvent, il y a une honte ou un tabou qui est associé à l'harcèlement sexuel. Et je peux comprendre que il y a certains effets de ça il y a certains aspects qui sont extrêmement personnels qu'on ne peut pas partager avec tout le monde. Mais il faut reconnaître que la confidentialité est probablement limitée. On reconnaît que dans la grande majorité des cas, certaines informations personnelles vont être nécessaires, comme par exemple le nom de la personne qui porte plainte,
d'une certaine manière, en même temps, il faut reconnaître que la personne qui est accusée de l'harcèlement sexuel doit être dans une situation où ils peuvent répondre d'une manière logique aux plaintes qui sont portées contre eux. Et souvent, ça veut dire qu'il faut connaître l'identité de l'accuseur. Deuxièmement, il faut reconnaître que probablement certains détails de l'harcèlement sexuel devraient être identifiés. Encore une fois, parce qu'il faut permettre une réponse et il faut en même temps que l'entreprise soit capable à mesurer et à déterminer quels vont être les résultats de cette plainte-là. Au début de cette présentation, on a vu la pyramide et il faut commencer par reconnaître que pas tous les actes de harcèlement sexuel sont pareils. Il y a quelques-uns qui peuvent être, une mauvaise blague peut être des fois très minime, tandis qu'une attaque de manière sexuelle peut être une viol ou quelque chose comme ça, peut être extrêmement, extrêmement sérieuse. Donc, certains détails devraient être divulgués. Pour les administrateurs ou les personnes qui travaillent en ressources humaines, c'est une bonne opportunité pour eux de reconnaître qu'ils peuvent être un soutien pour la personne et de demander comment est-ce que je peux vous aider à valider la plainte dans le contexte et demander aussi que souhaites-tu que je fasse de ce que tu m'as confié. Des fois, la personne veut juste, j'aimerais juste vous dire qu'est-ce qui m'est arrivé, je ne suis pas content avec ça, mais je ne veux pas encore aller d'avant avec ça. Des fois, c'est une option. Des fois, peu importe les désirs de l'individu, les ressources humaines doivent agir. Parce qu'en même temps, si on voit, on a des obligations d'assurer un milieu de travail qui a l'absence de discrimination. Et donc, si maintenant une entreprise est au courant de la discrimination dans le milieu de travail, des fois, il faut agir et absolument, il faut agir. Et ensuite, est-ce qu'il faut investiguer ou conseiller d'une manière d'agir à l'individu? Souvent, les enquêtes d'harcèlement au travail peuvent se faire par quelqu'un qui travaille dans la compagnie même, souvent une personne en ressources humaines, mais aussi des fois, on peut reconnaître que quelqu'un de l'extérieur de la compagnie peut venir et un enquêteur indépendant peut faire l'enquête aussi. Pour les témoins, j'ai déjà mentionné ça, si on est témoin ou victime d'harcèlement, il faut le signaler. Si on voit quelque chose, il faut dire quelque chose. Prendre les notes est extrêmement utile pour plusieurs raisons. Premièrement, si on est victime d'harcèlement sexuel, peut-être on ne sait pas exactement où on va se rendre avec ça, mais si par exemple, on va porter une plainte devant le tribunal des droits de la personne, il y a des délais très, très longs pour avoir une plainte comme ça entendue par un tribunal. Des fois, ça peut être 2, 3 ans. Et certainement, le mémoire est très compliqué, très intéressant. Des fois, on oublie des choses. Des fois, on crée un peu notre propre vérité. Et donc, prendre des notes contemporaines qui sont écrites le jour même ou le jour suivant, où on peut se faire référence pour se rappeler des épisodes qui sont arrivés est extrêmement utile. Comme avocat, si quelqu'un me présente leur journal ou des notes ou des courriels qui sont contemporaines, ça m'aide énormément à poursuivre leur cause pour eux. Consulter la politique de prévention du harcèlement sexuel appliquée sur le milieu de travail. Ça, c'est important parce que souvent, les politiques vont clairement dire les étapes qu'on doit franchir,
Donc, si on est victime, ça devrait dire, voici ce que vous allez faire, voici à qui vous devriez parler. Et ça devrait donner une idée très claire aussi de qu'est-ce que les prochaines étapes vont être. S'il va y avoir une enquête, si l'enquête va être de quelqu'un intérieur ou externe, s'il va y avoir un rapport qui est publié, si on devrait avoir accès au rapport, tout ça, c'est possible. OK? Donc, absolument, si une politique existe, pas tous les milieux de travail vont avoir une politique pour la prévention d'harcèlement sexuel, mais si on existe, consulte-le. Demander ou obtenir information sur la conduite à tenir en tant que témoin. Ça, c'est un peu plus rare, mais certainement, les présentations comme ce qu'on fait aujourd'hui est extrêmement utile. Je fais aussi des fois des présentations où je suis engagé par une compagnie pour venir faire des présentations pour les travailleurs dans les milieux de travail. Et donc, ça peut être extrêmement utile pour donner l'éducation, mais aussi pour créer des attentes par rapport à la culture du milieu de travail. Et finalement, consultez la politique de votre employeur en matière de protection des lanceurs d'alerte, whistleblower protections, OK? Donc, j'en ai déjà parlé, les protections des lanceurs d'alerte sont déjà dans les lois, comme la loi sur la sécurité du travail, comme la loi des droits de la personne, mais également, des entreprises vont souvent avoir leurs propres politiques qui sont plus approfondies que ce qu'on trouve dans la loi ou bien qui sont plus faciles à lire et à appliquer. Pour les victimes, je pense que j'ai déjà passé à travers tout ça, donc je ne vais pas me prolonger davantage, mais prenez des notes, signalez. Si vous avez besoin, rendez-vous chez un médecin ou chez quelqu'un d'autre qui peut un psychologue ou un conseiller, quelqu'un d'autre qui peut vous aider. Portez plainte et on va parler de ça en peu de temps, mais déposer une demande d'indemnisation ou l'aide juridique. Le Tribunal des droits de la personne et la Commission canadienne des droits de la personne, pour la grande majorité des employés dans cette province, ils vont être dans la juridiction provinciale. La juridiction fédérale, c'est beaucoup plus restreinte. Les travailleurs de banque, les militaires, les employés du secteur fédéral, les gens qui travaillent en communication, comme pour TELUS ou pour une station de radio, les choses comme ça, ils vont être assujettis au fédéral, mais là, 90% vont être provinciales. Le tribunal des droits de la personne peut recevoir des plaintes. Ils ont des médiations qui sont souvent très efficaces. Je dirais que 75 à 80% des cas vont se résoudre en médiation. Ils peuvent avoir une audience et dans l'audience, ils peuvent déterminer si elle a discrimination ou non. Et ils peuvent rendre une ordonnance contre l'employeur, mais aussi contre les superviseurs ou des gérants dans ces cas-là. WorkSafe BC, on parle ici plutôt comme de la branche de WorkSafe BC qui fait la sécurité au travail. Ce n'est pas comme la partie d'indemnisation comme pour les accidents au travail. Ils peuvent mener des enquêtes et adresser des injections, déterminer s'il y a une maladie ou un accident a eu lieu et, encore une fois, accorder une indemnisation. Il y a deux manières d'avoir une indemnisation. Ben, je simplifie un petit peu, mais si vous avez des séquelles psychologiques, ça peut être indemnisé si vous êtes incapable de travailler. Et deuxièmement, si vous avez subi des préjudices parce que vous avez porté plainte, vous pouvez être récompensé par l'employeur pour les pertes de salaire, les choses comme ça. Juste pour avoir un aperçu, plainte, si on est victime d'harcèlement en milieu de travail, on peut porter plainte aux droits de la personne, on peut demander une indemnisation pour accident du travail, on peut porter une plainte pour un incident de sécurité de travail. Ces deux-là sont à travers WorkSafe BC, OK? Bien sûr, ça, c'est à travers le tribunal des droits de la personne. On peut
faire une plainte au titre de nom d'emploi. Ça, c'est BC Employment Standards Branch. OK? Et souvent, on prendra ce cheminement-là si le milieu de travail est complètement rupturé. On ne peut pas continuer dans ce milieu de travail. Si on est syndicalisé, on peut faire un greffe syndical. Si on est non syndicalisé, encore une fois, c'est similaire un peu au titre des noms d'emploi, mais on peut faire un poursuite civile pour ce qu'on appelle un congédiement sans cause ou en anglais, c'est constructive dismissal. Et essentiellement, ça, c'est créé lorsque le milieu de travail a été rupturé par l'employeur. On peut faire une poursuite au civil. Donc, si par exemple, on a subi des séquelles psychologiques ou même physiques des fois, on peut poursuivre aussi. Souvent, ces deux, la poursuite au civil pour l'emploi et la poursuite au civil pour préjudice personnel sont ensemble. On peut faire une poursuite au civil aussi sur la protection des renseignements personnels, surtout ici si on a comme du stalking ou du voyeurisme ou quelque chose comme ça. Et dans des cas extrêmement sérieux, il y a une poursuite au pénal. Et voici quelques assistances juridiques. Bien sûr, si vous avez besoin d'aide à trouver des services, surtout des services en français, vous pouvez contacter l'Association des juristes d'expression française du CB. CLASS BC, so this is the Community Legal Advocate Society, un excellent service. Ils offrent des services pro bono, surtout en matière de discrimination devant le tribunal des droits de la personne. Legal Aid BC, ça peut être aussi où tu vas avoir un avocat pro bono. Access Pro Bono vont offrir également des services Access Pro Bono. Je devrais dire que Legal Aid, ils ont des mandats assez limités. Donc, ça ne m'étonnerait pas si un conflit au travail tomberait pas à Legal Aid, mais Access Pro Bono, il y a certainement des options là. Et povnet.org. D'autres sites web pour plus d'informations sur l'harcèlement sexuel. Merci beaucoup, tout le monde. Merci pour votre attention aujourd'hui. Et ça m'a fait énormément de plaisir aujourd'hui de vous parler de ce sujet fort intéressant et très important. Merci beaucoup, David. Je suis certain que le plaisir est partagé. On a couvert beaucoup d'informations aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé comment vous avez pris beaucoup d'exemples tout au long de cette présentation qui a permis vraiment de se rendre compte que le harcèlement sexuel au travail peut prendre beaucoup de formes. Puis j'ai beaucoup aimé aussi le fait que ça, vous avez répété à plusieurs fois que c'est l'affaire de tous, des témoins, des victimes, des employeurs, que chacun doit être bienveillant l'un envers l'autre dans un milieu de travail pour avoir un milieu de travail sain et justement l'importance de relever les cas de harcèlement, d'être courageux pour faire changer les milieux de travail malsains. Alors, merci encore, David, merci beaucoup. On a été extrêmement chanceux de vous avoir aujourd'hui.